7 Maple Street. Suspect wanted for questioning. Bonjour tout le monde et bienvenue sur EDC TV. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Rougeron pour parler de réalpolitik, de géopolitique et d'un tas d'autres choses. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, vous avez été récemment l'objet d'une cabale sur les réseaux. Moi, personnellement, je l'ai vu sur Twitter, mais j'imagine que ça doit être la même chose un peu partout. Ça s'est concentré à 90% à 95% sur Twitter. C'est vrai qu'il y a un taux de méchanceté très particulier sur Twitter. Oui. Et j'avais envie de vomir, doublement envie de vomir. Premièrement, parce que je ne peux aucunement tolérer que l'on attaque de manière ad hominem quelqu'un comme toi, d'autant plus, pardon, je te tutoie, mais on se vous voit, juste par réflexe. Quelqu'un qui a toujours fait preuve de tact, d'élégance dans ses interventions, de pertinence. Après, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, ça c'est un autre débat. Mais déjà humainement, je ne peux pas tolérer que l'on s'attaque comme ça. Et puis le deuxième niveau de lecture qui me pose problème, c'est que, on va en parler aujourd'hui, il y a une forme de moraline, pour reprendre Nietzsche, qui a envahi les esprits, avec un schéma d'égalitarisme totalement béat où tout le monde se croit légitime pour porter un jugement sur telle ou telle analyse, tout le monde s'improvise géopolitologue, entraîneur de foot, peu importe le sujet. Et je pars de l'idée qu'on a le droit d'être pro-israélien, pro-palestinien, on peut être adversaire idéologiquement, intellectuellement, mais il y a un minimum de respect qui doit structurer la relation entre personnes, entre gentlemen. Alors, premièrement, il y a un terme qui est galvaudé, et qui est au cœur de ce que je viens de décrire, c'est le terme de réalpolitik. On confond réalpolitik avec absence de morale, avec cynisme, avec... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ce qu'on appelle la réalpolitik, c'est disons, si tu veux, c'est un terme qui est passé dans le vocabulaire courant et qui en réalité vient en partie d'une école de relations internationales plus que de géopolitique. Je rappelle la différence pour nos auditeurs. La géopolitique parle des relations entre sujets internationaux, majoritairement étatiques, soyons très clairs dans les deux cas, sur la base des présupposés de la géographie. Les relations internationales sont les présupposés de la science historique. Ce sont deux disciplines qui évoluent en parallèle. L'une est un tout petit peu plus ancienne que l'autre, c'est les relations internationales. Et objectivement, elles se complètent sans se confondre. Et parfois, un terme de l'un passe dans l'une, etc. Or, la réalpolitik appartient à ce qu'on appelle l'école réaliste, qui est le courant qui était majoritaire, qui l'est encore à l'échelle globale, mais qui est un courant qui n'est peut-être plus majoritaire. Là, c'est indéfinissable, si tu veux. Il faudrait que tous les spécialistes lèvent la main. Très compliqué. Mais en tout cas, c'est une école qui, malheureusement, de mon point de vue, n'est plus assez écoutée en Occident au profit d'autres qui ont leur spécificité, leur qualité, mais également parfois des défauts extrêmement prononcés. Et cette école réaliste implique que à un moment, il faut voir la réalité des rapports internationaux sous l'angle des rapports de force, ce qui n'exclut pas totalement les coopérations, mais on peut avoir un rapport de force dans une coopération et dans une relation positive. Je vais te donner un exemple. Tu peux avoir quelqu'un qui est ton meilleur ami, mais quand vous travaillez ensemble, il y a un rapport de force doux, puisque tu comptes sur la force de l'autre, qui se crée. Tu vois, eh bien, entre États, c'est avant tout les aspects de puissance qui comptent, de puissance et d'équilibre. Et donc, la réalpolitik, c'est de voir les rapports de force tels qu'ils sont, sans les charger d'excès de juridisme, pour mes amis internationalistes qui ont tendance à voir du droit partout, et surtout, d'éviter les sentiments. Non pas qu'on est des monstres, mais tu vois, il y a une expression, je ne sais pas s'il y a l'équivalent dans la culture musulmane, mais il y a une expression chez les chrétiens qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Avec des bons sentiments,
si on en fait tout l'historique, hein, je ne suis pas certain qu'on ait sauvé plus de gens avec des bons sentiments que nous n'en avons tués. Nous, espèce humaine. Donc, l'école réaliste part de cet angle-là pour dire essayons d'éviter les représentations, ou du moins de surcharger en représentation morale la lecture que nous avons des phénomènes internationaux, parce que si nous avons tendance à mettre trop de « j'aimerais »,« ce serait mieux »,« j'ai souffert » ou « je suis triste » dans les relations internationales, premièrement, on ne va pas alléger le sort des populations, mais on va risquer très certainement de l'aggraver. Voilà. C'est en tout cas la vision que j'ai de la réalité. C'est une grille de lecture que j'essaye d'avoir. Moi, j'appartiens à l'école réaliste, très clairement, comme analyste. École qui n'est pas dénuée de défauts, elle non plus, dont il faut être conscient. D'où le fait qu'elle a été renouvelée en permanence. Il y a les néoréalistes. Il y a les néoréalistes, etc. Moi, je suis, par exemple, extrêmement fasciné par un homme qui est aujourd'hui John Mearsheimer, qui est quand même l'un des grands actuels, l'un des grands anciens de cette méthode. Et aussi, je le dis, parce que, contrairement à une légende, ça n'interdit pas l'humanisme, très loin de là, à une condition, c'est qu'on ne fasse pas du terme, si tu veux, il faut parfois respecter les idées telles qu'elles sont pour les critiquer, tu vois. Moi, tu vois, je tombe sur des gens qui se plaignent de la réole politique, mis à part que la réole politique qu'ils attaquent n'existe que dans leur tête, des gens qui se prétendent humanisme, mais par rapport à l'humanisme classique, ce n'est que dans leur tête. Donc tu comprends que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait tous des bases de dialogue sur des choses actées, sur ce qu'on appelle un monde commun acté, tu vois, parce que sinon, bah, ça va être simple, on va faire une guerre de psychiatrie, c'est-à-dire moi, dans ma tête, le monde tourne de gauche à droite, chez toi, de droite à gauche, et ensuite, il y aura autant d'avis que d'interlocuteurs. Et là, pour le coup, c'est intenable. Et c'est ce qui m'est arrivé, et je te remercie de ta délicatesse. Hein. Moi, à titre personnel, je te dis humainement, ça ne m'a absolument pas touché, parce que j'estime que, comme personne, tu sais, très peu de gens se déplacent dans le réel. Hein, tu vois. Moi, si tu veux, je fais des événements toutes les semaines, donc si on veut venir me dire un truc, c'est pas compliqué. Donc moi, si tu veux, c'est très simple. Moi, j'ai gardé mon agenda sur X, c'est-à-dire une vidéo publiée par jour, et point barre. Tu vois, objectivement, tu vois, je me suis juste dit que si tu veux, les gens sont tellement impuissants dans le réel qu'ils surcompensent par du discours et par des sentiments, et résultat, toutes les phrases que tu peux dire sont des phrases de travers, et que comme les gens ont pour beaucoup une mémoire de poisson rouge, ils ont oublié le début de ton raisonnement avant que tu arrives à la conclusion de toute façon. Alors, pour revenir à l'école réaliste, dont je me revendique en partie, même si parmi les reproches que l'on formule à son égard, c'est qu'elle n'est pas tout à fait réaliste. En tout cas, elle ne l'est plus, vu les changements qui sont opérés à l'échelle mondiale. D'ailleurs, c'est la critique de Carlos Escudé, avec le réalisme périphérique, où le postulat de base de l'école réaliste, c'est que l'ordre mondial est un ordre anarchique. Ce que Carlos Escudé conteste en disant qu'il y a une crypto-hiérarchie qui effectivement n'est écrite dans aucun traité international, mais qui existe de fait. Après, il catégorise en trois groupes de pays, c'est pas notre affaire aujourd'hui. Mais dans le fond, on est d'accord, c'est éminemment un respect du réel. Mais, et là j'ai une question, le réel est un état de fait, c'est un environnement qui nous est imposé, avec lequel il faut composer, ne pas être dans le déni, ou bien on le paye cher, il y a plein d'exemples historiques, mais c'est également un potentiel. Donc en tant que potentiel qui se déploie en permanence, il y a moyen d'agir dessus, de le chevaucher ou de l'orienter à partir d'un certain nombre d'idées, de valeurs, j'oserais dire, de morale. Donc la morale peut-elle se frayer un chemin dans cette perspective réaliste en vue d'orienter le monde vers une direction qui serait meilleure tout en étant dans le respect du réel? Ce qui est un défi très compliqué. Si tu veux, ce n'est pas rien, même dans la grille de lecture, n'interdit
que ce soit possible. Je vais te donner un exemple. Pendant très longtemps, on a eu une vision économiciste de l'abolition de l'esclavage. On s'est dit, Oui. ils voulaient faire passer les esclaves du statut de biens meubles dont ils devaient assurer la subsistance au statut de salariés, comme ça, ils se débrouillaient pour aller manger et dormir. Très bien. On l'a cru pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment, ce qu'on appelle l'économétrie se disent ouais, enfin, on va quand même vérifier si c'était si rentable que ça d'abolir l'esclavage à cette époque-là. Et on se rend compte que non. Mais alors, pourquoi l'ont-ils fait? Particulièrement les Français qui ont été les premiers à le faire. Eh bien, tout simplement parce que tu as des mouvements dans le monde protestant évangélique et dans le monde catholique, l'Église, plus une partie de grandes familles catholiques qui ont, et plus certains humanistes athées ou para-athées, mais c'est peut-être pas le gros du cheptel, et principalement dans les pays catholiques, ont commencé à dire, oui, mais attendez, c'est la pratique qui est immorale. Et aujourd'hui, force est de constater, preuve historiographique à l'appui, que l'action de ces fondations caritatives n'a pas rencontré de volonté, si tu veux, du patronat de mettre fin à l'esclavage, bien au contraire, mais qu'elle est arrivée à le faire reculer. Il s'est rattrapé sur le salariat après, ne t'inquiète pas, il ne faut pas se faire peur pour ces gens-là. Or, ce qui veut dire que si tu incarnes un certain nombre de présupposés qui pour toi sont moraux, dans ton action politique, tu peux tout à fait avoir une lecture morale de ton action et une orientation morale de ton action à une condition, c'est que cette morale ne soit pas incantatoire. Prenons l'exemple du président Truman. Le président Truman qui est quand même pas tout à fait rien dans l'histoire de la guerre froide. On peut dire qu'il est rien au tout début, vu que c'est une créature de Roosevelt. Mais c'est quand même l'homme qui crée le développement et toute la pensée du développement qui doit combattre le soviétisme. Ça fait l'endiguement. Mais c'est lui qui enclenche le programme. C'est lui qui est un des vrais pères de l'Union européenne. C'est lui qui, etc. C'est pas n'importe qui pour un homme qui, à la base, je le rappelle, est vendeur de bretelles. Or, il avait des convictions évangéliques extrêmement fortes qui ont orienté la géopolitique des États-Unis, quand bien même les grands planificateurs de la guerre froide, qui eux étaient des réalistes d'une froideur, parfois d'ailleurs à faire froid dans le dos, si tu vois les cas d'Allen Dulles, de John Foster Dulles, donc les deux frères, ce qu'on appelait The Brothers, donc les pères de l'Amérique moderne, hein. Si tu vois qui est un Dean Acheson, si tu vois qui est un George Ball, il est vrai que là, pour le coup, c'est pas la lecture morale qui les étouffe. Mais tu peux tout à fait orienter une action internationale à partir de valeurs à une condition, c'est que tu respectes que ces valeurs ne brouillent pas la vision que tu as du monde. 1. 2. De ne pas oublier que les valeurs, c'est par nature ce qui fluctue. Donc tu vois, la relativité des valeurs va avec la relativité des frontières. Régis Debray est très clair là-dessus. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'une des forces de notre monde. Parce que tu imagines, tu vois, si le droit et la morale ne faisaient qu'un, nous vivrions dans un monde carcéral et nous serions dans l'empire mondial réalisé. Et toi et moi, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et on n'y aura pas notre place. Et dernier point, je pense que la morale internationale peut avoir une existence si elle quitte le domaine des valeurs pour entrer dans le domaine des vertus. Et là, pour le coup, elle a une importance géopolitique cardinale. Parce que quand tu cultives des valeurs, c'est une chose, mais cultiver des vertus oriente un type d'homme anthropologiquement. Et ce type d'homme fera la société internationale de demain. Aujourd'hui, on a un véritable problème de compréhension anthropologique. Si tu me permets, Rachid, si tu me permets de t'appeler par ton prénom. Parce que quand Xi Jinping, dont on pense ce qu'on veut, mais qui est un ingénieur de formation, dont le père a été torturé lors de la bande des 4, enfin tu vois, c'est un homme qui a une vie épaisse, tu vois, il est né en disgrâce. Quand il va arriver
face à Gabriel Attal, ils vont avoir quoi à se dire, en fait? Il y en Tout a à fait, un une qui distance appartient à anthropologique. l'humanité telle qu'elle s'est définie. Je ne dis pas que Attal appartient pas à l'humanité, hein, tu m'entends bien. Hein. Mais il y en a un qui est un type d'homme que l'humanité connaît depuis 25 siècles, et il y en a un qui est un type d'homme que l'humanité ne connaissait pas en 1980. Donc, si tu veux, le choc des cultures va être violent. Je vais te donner un exemple précis pour ne pas qu'on pense que je suis hostile à mon actuel Premier ministre, ce qui est d'ailleurs le cas, mais ce n'est pas le sujet. Quand, à une des dernières réunions sur le désarmement atomique, c'est pas rien comme sujet à l'échelle internationale, la lutte anti-prolifération, les États-Unis se sont permis, alors certes, ils ont démis les deux personnages depuis, d'envoyer 2 spécialistes des affaires atomiques du gouvernement Biden qui ont l'avantage d'être 2 travestis. Les Russes, les Chinois, les Iraniens, sans nécessairement se concerter, se sont dit, écoutez, c'est très bien, on se lève, on se tire. Parce qu'ils l'ont pris comme n'importe quelle diplomatie structurée l'aurait prise, comme aurait prise cette démonstration, comme un crachat en pleine figure. Bon, les Européens ont été les ravis de la crèche, mais ça, bon, si tu veux, ce sera ni la première ni la dernière. Mais tu comprends quand je dis que parce que des hommes élevés dans des types de vertus qui ne peuvent pas être les mêmes, parce qu'il y a la transcription culturelle de la vertu, mais qui peuvent être parallèles, orientent le monde d'une certaine façon. Or, c'est l'un des grands problèmes de l'Occident par rapport au reste du monde, c'est que l'Occident ne cultive que les valeurs, ne cultive que la fluctuation et la liquidité. C'est le propre de la modernité. Il ne cultive pas les vertus, et les vertus, c'est permanent, par nature. Tu vois. Alors, il y a cet élément-là, mais pour le prolonger, peut-être c'est plus profond que les valeurs, ce que je vais dire, mais je me réfère à Carl Schmitt, notamment dans son essai Terre et mer, où au bout de la lecture de cet essai-là, on en vient à la conclusion que, en réalité, les géopolitologues ou n'importe quel citoyen est structuré et traversé par une appartenance profonde qu'il n'a pas choisie, qui est soit la terre, soit la mer. Alors pas en tant qu'élément matériel, mais en tant que substrat anthropologique, en tant que production d'imaginaire, en tant qu'enracinement historique, environnemental, paysager, culturel, etc. Et que de fait, Mackinder, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des géopolitologues qui se revendiquent d'une démarche scientifique, d'une forme de neutralité, d'objectivité. Et j'aimerais t'interpeller par rapport à ça, parce que Mackinder, il ne pense pas en tant que Mackinder, il pense en tant que Britannique, patriote, qui incarne un certain nombre de valeurs, on y revient. Quand Dugin théorise ce qu'il théorise, il le fait en tant que russe, orthodoxe, héritier vieux croyant, effectivement. Il en va de même pour chaque géopolitologue. Donc, de ce point de vue, dans quelle mesure sommes-nous réalistes? Le réalisme, dans ce cas de figure, est-il l'expression d'une adéquation entre ce qu'on produit et ce qui nous a produit? Alors, si tu veux, là, tu lèves très intelligemment le problème de la neutralité ou de la non-neutralité axiologique de l'œil du chercheur. Je remarque, chez les collègues de l'école réaliste, nous avons une tendance justement à accepter la grille de l'intérêt national. Là, pour le coup, je dis pas tous, mais quand même une grande majorité, si tu veux. Faut pas avoir fait Normal Sup pour faire dire à John Mearsheimer qu'il est américain, qu'il a une certaine vision de l'Amérique, que d'ailleurs il défend parce qu'il est dans la grille de l'intérêt national, tout comme à titre personnel. Moi, si tu veux, je suis avant tout orienté, possédé et acté par la vision que j'ai de l'intérêt national français. Il faut être très honnête. Hein. Moi, si tu veux, si je refuse les lectures, disons, de ce que François Julien, le sinologue, appelle l'universalisme facile, c'est parce que moi, je ne veux pas et je ne veux jamais avoir à parler à la place d'autrui. Tu vois, ce sens qui est un faux humanisme profondément, qui n'a rien à voir avec l'humanisme historique, qui est le droit de l'hommisme depuis 1948, donc depuis la Déclaration universelle, c'est-à-dire, parce que la condition de l'homme est universelle, j'ai le droit de parler à ta place, alors que, si tu veux, tu n'as pas la même vie que moi, tu n'as pas la même sensibilité que moi, tu vis dans un autre pays, etc. Et à la fin, tu as les droits de l'hommiste professionnels, c'est-à-dire qui peuvent
être pro-israélien un jour, pro-Houthi le lendemain, pro-burkinabé ensuite, avant d'être pro-laotien, tu vois. Et résultat, ils auront parlé 4 fois et les autres 0. Donc, tu vois, j'estime que ce n'est pas comme ça qu'on fait un monde international équilibré. Je pense qu'il y a dans l'école réaliste des présupposés justement qu'on est des hommes situés. Moi, tu vois, je suis... Dans ma lecture des relations internationales, on va être très honnête, hein, je suis un homme qui recherche la stabilité entre les puissances parce que j'appartiens, quoi qu'on pense de cette notion, et je sais que les atlantistes, mes collègues, qui ne cachent pas l'inaffection qu'ils me portent, inaffection qui est d'ailleurs réciproque, qu'ils en soient rassurés, ont un puissant mépris pour la notion française de puissance d'équilibre, parce que pour eux, la guerre froide leur manque profondément, et pour eux, il n'y a pas des États, il y a des pays qui observent les droits de l'homme comme on observe des dogmes religieux et les autres. Alors moi, je reste un homme du monde ancien. Pour moi, je juge des États sur leurs intérêts, sur leurs actions. Je ne juge pas des gouvernements. Moi, tu vois, je n'ai aucune leçon de morale sur leur sol, à une condition, c'est qu'ils ne viennent pas s'occuper de mes affaires. Je n'ai aucune leçon de morale sur le sol algérien à donner aux Algériens. Je ne veux pas que eux viennent me donner des leçons en France, ni aux Iraniens, ni aux Sud-Africains, ni aux Chinois, ni à qui tu veux, ni aux Boliviens, ni aux Suédois. Donc, tu vois, je me méfie parce que moi, j'ai une grille qui est très particulière, c'est que j'ai mis ma pensée dans ce que j'appellerais la pensée post-coloniale, c'est-à-dire que pour moi, le fait colonial, des deux côtés, a été une catastrophe pour différentes raisons. Et donc, maintenant que la décolonisation est heureusement achevée, chacun doit pouvoir défendre ses propres cartes, et je n'en voudrais jamais à qui que ce soit de défendre les siennes. Donc, et pour ça, tu dois avouer que tu es un homme situé. Et j'en veux énormément aux Occidentaux, parce que ça, je le reconnais, une certaine extrême gauche n'a pas tort. Il y a, dans une part, de l'euro-atlantisme aujourd'hui, y compris dans son antinationalisme viscéral, il y a un syndrome que je qualifierais de post-colonial. Mais là où les tiers-mondistes ont tort, c'est que ce syndrome post-colonial n'est pas uniquement contre l'ancien tiers-monde, il l'est, mais il s'applique également aux populations occidentales autochtones. Il suffit de voir comment l'élite occidentale parle de ses propres peuples. C'est un mépris qui a tout du mépris colonial. Or, moi, ce que je demande, c'est que chacun m'amène sa grille de lecture. Moi, quand je suis face à un géopolitologue africain qui a une grille de lecture plus fondée sur l'ethnie que sur la nation ou l'État, j'estime que c'est son droit le plus strict. Quand j'ai un géopolitologue civilisationnel, ce qui est le cas de Dugin, ce qui est le cas de l'autre côté, des occidentalistes. D'accord ? Moi, à titre personnel, j'appartiens à l'école de l'intérêt national, c'est-à-dire que, à titre personnel, parce que je suis attaché à certaines vertus, dont la vertu de liberté, la civilisation, pour moi, c'est trop grand, et l'ethnie, c'est une grille de lecture qui a tout à fait sa place chez elle, mais qui n'est pas chez moi, enfin, qui est inopérante chez moi. Donc, tu comprends que... Mais pour ça, il faut reconnaître ce qui est très difficile pour les Occidentaux, c'est qu'on n'est pas chez soi partout. Tu vois, dans quasiment toutes mes interventions géopolitiques depuis près de 20 ans, et ça je le sais, vu que beaucoup du courrier que je reçois tourne autour de cette notion, on me dit, oui, ce qui est très drôle, c'est que
ce qui est très drôle dans tes analyses, c'est que tu nous rappelles qu'ils sont chez eux, chez eux. Ben, je ne sais pas si tu vois le degré où on est. Tu vois, moi, je suis passé pour un révolutionnaire juste pour avoir dit ça, ce qui est normal. Moi, quand j'ai travaillé au Maroc, je ne suis pas marocain. Je ne suis pas chez moi. Donc, tu comprends et malheureusement, l'Occident droit de l'homiste, dans l'état où il est, pense qu'il est chez lui partout. Et je pense que ce n'est pas totalement lointain des tensions que nous vivons aujourd'hui. Non, effectivement, la plupart des gens qui se revendiquent de l'humanisme contemporain, effectivement, on ne revient pas au fondement, sont en réalité, de par leur universalisme, des racistes qui s'ignorent. Parce qu'ils sont dans la négation du relativisme culturel et de la souveraineté culturelle des autres peuples, alors par une bonne intention. Parce qu'ils ont cru au fétiche des droits de l'homme comme étant réellement des droits de l'homme et pas des droits de l'homme occidental. Donc on a érigé des droits de l'homme occidental en droit universel pour toute l'humanité. On va structurer en établissant une hiérarchie tous les peuples en partant de l'idée que certains peuples sont très en retard par rapport à nous, mais ils vont nous rattraper parce que c'est la destinée de toute l'humanité que les droits de l'homme et la démocratie libérale, etc. Et d'autres sont irrécupérables et donc des barbares. Et donc on retrouve le même schéma, la même dichotomie entre civilisés et barbares. Donc ça, c'est le premier point. Donc tu te revendiques d'un relativisme culturel, d'un respect de la souveraineté sous toutes ses formes, parce que pour certains peuples, effectivement, ça va être l'ethnie qui est l'unité primordiale qui structure l'imaginaire, pour d'autres la nation, pour d'autres la civilisation. Mais pour toi, c'est la nation française. Pour moi, c'est la nation. Mais la nation n'est-elle pas un concept qui se transforme? Faut-il la définir déjà? Alors il faut la définir, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Est-ce que c'est une réalité politique, juridique, culturelle, historique? C'est les quatre à la fois, si tu veux. Le problème, c'est que, alors attention, la nation telle que mon peuple l'entend, et ceux qui ont partagé le type de nationalisme, moi à titre personnel, c'est une des théories que je pense. Je pense qu'en Europe, tu as 3 types de nationalisme. Des nationalistes d'essence anglaise, des nationalistes d'essence française et des nationalistes d'essence germanique. Et malheureusement, il y en a un des 3 qui, en effet, parce que c'est un impérialisme ethnique, en réalité, ils ont loupé le coche de la nation, ça a mal tourné. Et bien avant le nazisme, ça a mal tourné dès le début. Donc, là où les 2 autres n'ont pas si mal tourné que ça, regarde tous les pays d'Amérique latine qui ont pris des nationalismes d'essence française pour certains, anglaise pour d'autres, le nationalisme irlandais d'essence française comme le nationalisme italien, le nationalisme chinois, Sun Yat-sen est un admirateur de la Révolution française, tout ça n'a pas si mal tourné. Or, la seule chose que je dis, c'est que les Français ont créé le fait national. Pourquoi? Parce que c'était la seule construction que les Grecs, nos pères, spirituels, intellectuels, n'ont pas eu le temps de produire avant l'invasion macédonienne et l'invasion romaine. C'est si tu veux, et ça a été un véritable, le seul manque de la philosophie politique classique, c'est le fait national. Pourquoi? Parce que c'est l'extension maximale qu'un groupe politique a pu prendre avec l'idée de liberté. Tu comprends? Avec l'idée de liberté incarnée, c'est pour ça que c'est les peuples qui ont créé la nation, qui ont créé également l'État, qui est la forme médiane entre empire et cité. La cité trop faible, l'empire trop brutal pour survivre. Or, je n'en veux absolument pas aux peuples qui n'accordent pas la liberté nationale, tu vois, ce que j'appelle les peuples d'empire. Tu en as énormément dans le Caucase ou en Asie centrale. Quand tu les fréquentes, ils te disent oui, la politique, la diplomatie, c'est important, la liberté, c'est peut-être important, mais tout ça, ça concerne les Russes. Bon. Et tu dis, mais oui, mais vous, votre vie, nous, notre vie, elle est culturelle, traditionnelle, symbolique, commerciale, beaucoup, de vallée à vallée, etc. Ça, si tu veux, c'est leur mode d'être. Ça, je ne le discute jamais. Ça leur appartient. Le fait national, nous, si tu veux, nous avons trouvé notre équilibre historique dès l'époque monarchique, comme ça, parce que, si tu veux, nous sommes une nation qui aurait pu ne pas être, qui a failli disparaître plusieurs fois,
et qui a dû se battre, un des peuples qui a fait le plus de guerres défensives de l'histoire de l'art militaire, parce que nous n'étions pas, si tu veux, la liberté nationale a guidé nos pas. Pas par rapport au monde, par rapport à nous, tu vois. Mais je comprends tout à fait que certains peuples aient comme vertu la concorde plus que la liberté. Tu as toute une très belle philosophie de la concorde interne dans les pensées asiatiques traditionnelles. Je peux tout à fait comprendre que ce ne soit pas le cas d'une partie de pays musulmans. Je peux tout à fait comprendre un certain nombre de choses. Mais nous... Après, si tu permets, parce que le lien que tu établis et qui paraît évident entre la nation dans sa perspective française et la liberté ne me paraît pas tout à fait évident. Parce que ce que je peux opposer, c'est que la nation a été bâtie par un schéma de rouleau compresseur, d'homogénéisation, de la négation des particularismes régionaux et par une forme de centralisation qui a privé les marges de toute leur autonomie historique. Donc, Alors, il est où la liberté dans cette démarche? Attention à ne pas avoir une vision trop orientée. Parce que ça, si tu veux, ça c'est une vision qu'une partie de la droite française a, parce que c'est la vision des perdants de l'histoire française. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois la réalité historique, je vais te donner un exemple. La fameuse disparition des dialectes régionaux. Je rappelle que la plupart des régions françaises qui ont été rattachées par mariage, Anne de Bretagne, par mariage, par alliance, etc., aucune n'a eu un mouvement de sécession de l'État central sérieux. Là, on peut entrer dans le détail. Je peux te dire, la plupart, on est dans le folkloriste rigolo. Ou pas, d'ailleurs. Or, le problème, c'est que si tu veux prendre l'exemple de la disparition des dialectes régionaux, quand, si tu veux, quand la République prend l'école, on est très tard dans l'histoire de France, on est dans les années 1880, tu as entre la moitié et les 2 tiers déjà des élèves qui sont totalement francisés, dans la moyenne du territoire. Et le souci, c'est que ce qui va être fatal à la plupart des langues régionales, c'est certainement pas la République. Je te rappelle que la France, depuis les années 50, donc tu vois, 1880-1950, on est à peine une vie d'homme, à peine. Depuis 1954 exactement, la France maintient des sommes folles pour sauver son patrimoine de petites langues. De là à commettre d'ailleurs des monstruosités culturelles. Je vais te donner un exemple. On enseigne le breton à Rennes alors qu'on n'a jamais parlé breton à Rennes. Je rappelle que la langue bretonne, c'est une langue entièrement littorale et qu'il y a 4 langues bretonnes qui se sont ethnocidées toutes seules. C'est-à-dire que le breton a flingué 3 autres langues bretonnes. Tu as la même chose un peu partout. Or, ce qui a été fatal à ces langues, qu'est-ce que c'est? Bien plus que l'armée et l'école, ça a été l'usine. Parce que l'enrégimentement des masses au XIXe siècle, c'est beaucoup plus l'usine. Lis le très bel ouvrage sur la religion industrielle qui a beaucoup fait évoluer là-dessus. Et d'ailleurs, tu as un bilan global de cette question. C'est dans l'école républicaine et les petites patries. Tu te rends compte que le discours, si tu veux, Paris a colonisé les régions, est historiquement faux. Heureusement d'ailleurs, on est en train d'effacer ça historiographiquement. Tu as même un très beau livre qui est sorti l'année dernière, enfin fin 2023, qui s'appelle Comment les régions ont fait la centralisation et la France. Tu vois, si tu veux, c'est une vision qui est mouvante. Et objectivement, là où je parlais d'idée de liberté, c'est que les Français ont eu ce que peu de peuples ont eu fondamentalement en Europe. C'est-à-dire que perpétuellement, les Français ont dû faire face à quelqu'un qui a voulu leur dire « vous n'existez pas. Vous êtes en réalité à moi pour des raisons de légitimité supérieure, généralement légitimité liée à l'Empire romain. » Ça a été le cas des velléités du Vatican, enfin
à l'époque de la papauté, avant que la papauté devienne le Vatican après les accords de Latran. Mhm. Ça a été le Saint-Empire romain germanique, Oui. ça a été l'Espagne impériale, etc., etc. C'est là où, alors que notre peuple, vu que la France est avant tout un butoir géographique de l'Eurasie, Mhm. mon peuple aurait pu ne pas exister. Tu vois, il s'est battu pour avoir ce droit. C'est là où je parle de liberté nationale, et c'est ce qui a permis à la France d'avoir une histoire singulière. Tu vois, il ne faut pas oublier que la France, par exemple, est un pays qui a beaucoup refusé des terres. Pourquoi? Parce que les rois de France ayant structuré leur État relativement tôt, au parallèle du roi d'Angleterre, le pays qui nous ressemble le plus, le roi de France a eu une aura diplomatique très tôt en Europe. Je pense que c'est indiscutable. Et donc, on lui a demandé des partages royaux et des arbitrages royaux, ce qui est l'ancêtre d'ailleurs de notre Cour internationale de justice. Et le plus souvent, le prix pour dédommager quelqu'un d'arbitrer un conflit, c'était de lui donner des terres. Plusieurs rois de France, à la surprise générale, ont refusé ces terres. Sous quelle excuse? Disant, ces terres sont trop éloignées culturellement de la moyenne de mon peuple, elles sont non francisables, et donc elles vont me coûter cher, parce qu'elles, je ne peux pas en faire des terres françaises. Tu vois, c'est là où je pense que une partie de la France, enfin, une large partie de l'histoire de France a à voir avec cette idée de liberté nationale, parce que je crois que les nations, là c'est une expression que je prends à Solzhenitsyn, je crois que les nations sont les éducatrices du monde, et que les peuples, parce qu'à la fin, il n'y a que les peuples qui comptent, à la fin des fins, ont des vocations, tu vois, ont une trajectoire historique et culturelle qui leur est propre. Moi, c'est la vision que j'ai de la trajectoire historique de mon peuple, et qui ne concerne que lui. Tu vois, moi, à titre personnel, je le vois dans l'international souverainiste que j'ai la chance de fréquenter. Nous avons tous une idée de la souveraineté, on veut tous en faire quelque chose de différent, et c'est normal. Et c'est sain. Tu vois, moi, si tu veux, je n'ai pas la vision puritaine, protestante de mes amis souverainistes néerlandais. Néerlandais, hein. On n'a pas une frontière en commun, mais pas loin. Hein. Mais parce que nous appartenons néanmoins à deux peuples différents, tu vois. Et ça, j'ai du respect pour ça. Tu vois, je n'ai d'ailleurs de respect que pour ça. Et d'un côté, tu vois, je vais te donner un exemple que j'aime beaucoup, que mon ami Bernard Lugan a peut-être traité de... Tu as déjà reçu Bernard, je crois. 2 fois, oui. A peut-être traité devant toi, qui est les changements de religion en Afrique du Nord, dans la grande histoire profonde de l'Afrique du Nord. Et Bernard, quand il en parle, a une très belle phrase, il dit, mais à la fin des fins, et ça c'est une notion que je pense les peuples, certains peuples comme les peuples berbères comprennent très bien, c'est qu'à la fin, il n'y a que les peuples qui comptent. Tu vois, tout le reste, ce sont des formes transitoires historiques. Et mon peuple a trouvé comme forme qui l'accompagne, et qui l'accompagne depuis très longtemps, cette forme de liberté politique qui lui appartient, que d'autres peuples a priori, parce que, tu vois, je remarque que quand la nation s'est généralisée comme forme politique, elle a plus apporté la paix qu'autre chose. Tu vois, tu regardes l'Amérique latine d'un point de vue d'histoire militaire, c'est quasiment ridicule. Pas que c'est des peuples que j'aime beaucoup, hein, et qui ont des armées qui sont tout à fait vaillantes. Mais tu vois, c'est quoi? C'est la guerre du Chaco, c'est de toutes petites guerres. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à métaboliser ça. Regarde l'Asie des États, ça fait, mis à part des débordements idéologiques type Vietnam-Chine par Pol Pot interposé, ils se battent très rarement. Tu vois, je pense que là où elle est inadaptée, c'est en Afrique subsaharienne, je pense que c'est très net. Parce que là, elle a été imposée. Et là, pour le coup, elle a été imposée, pas par malignité, parce qu'on a imposé ce qu'on connaissait. Et là, ça a été, je te l'accorde bien volontiers, une terrible erreur. Mais par exemple, prends le cas du Maroc. Vieil État-nation, pour le coup. Vieil État. Très vieil État.
un des 5 plus vieux États au monde, l'État marocain. Bah, finalement, le Maroc, dans sa longue histoire, a été un élément de déstabilisation extrêmement rarement, sinon jamais. Tu vois? Moi, ce qui me fait peur, tu vois, alors que l'idéologie du post-étatique et du post-national, pour l'instant, elle a que des morts à faire valoir. Elle n'a que des morts à faire valoir. Tu vois? Même quand elle prend l'aspect de la reconstruction, state building, nation building, ça a été une catastrophe sans nom. Ça nous a coûté l'Irak. L'Irak, c'est 3 millions de gens. Alors tout le monde s'en fout parce que c'est des Arabes, donc résultat, tout le monde s'en fout. Mais pour moi, je m'en fous pas, parce que c'est une région de 300 millions de gens à mes portes. Tu vois, tu veux un exemple de ma méthode, là, voilà. Il y a 300 millions de gens à mes portes qui n'ont pas d'espoir politique parce qu'on a détruit un par un leurs espoirs politiques. On a affaibli l'Égypte, on a bousillé l'Irak, etc., etc. Et moi, ça me concerne pas à leur place. Ça me concerne parce que moi, je ne peux vivre en sécurité que s'il y a une stabilité dans mon étranger proche. Attention, une stabilité qui n'appartient qu'aux gens qui y vivent. Moralité, c'est là où, dans ma grille de lecture internationale, je suis d'une prudence aristotélicienne, que je dirais même une prudence de Sioux. Je dis, n'y touchez pas. N'y touchez pas. Vous ne pouvez pas, particulièrement les Occidentaux, vu la fièvre idéologique qui est la leur depuis plusieurs décennies, vous ne comprenez pas ce monde, vous ne pouvez pas le comprendre de toute évidence, donc par pitié pour tout le monde, par pitié, ne touchez pas à des équilibres trop sensibles pour vous. Alors, il y a plusieurs éléments, j'aimerais t'interpeller à partir de ce que tu viens de dire. Bon, le premier, c'est par rapport à l'Empire, parce qu'il y a empire et empire. Il y a l'Empire à la romaine, un empire d'acculturation et de romanisation, et puis il y a l'Empire dans sa forme, par exemple, ottomane, où je pourrais affirmer, sans prendre de risque, que les différentes communautés religieuses, qu'elles soient arméniennes, orthodoxes, druzes ou autre chose, étaient beaucoup plus libres et autonomes dans le contexte d'un empire turc, mais où les Turcs étaient eux-mêmes minoritaires démographiquement, qu'ils ne le furent durant la Turquie nationaliste, qui effectivement a voulu fonder une nation. Parce que les Arméniens n'ont pas été génocidés par l'Empire ottoman dans sa forme traditionnelle, historique de longue durée, celle des millettes et de l'autonomie, mais par les jeunes Turcs, par un schéma de nationalisme occidental plaqué sur une réalité turque multiconfessionnelle, multiethnique. Et le deuxième point, et je m'arrête là, parce qu'il y a également d'autres points, parce que la nation, c'est effectivement beau comme concept et ça permet de gérer de manière intelligente les contradictions internes, d'éviter tout débordement universaliste ou impérial par l'argument que tu as évoqué tout à l'heure, qui était celui des rois de France, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'une région qui n'est anthropologiquement pas comme nous, une région qui nous appartient, et donc c'est une manière de se retenir, mais comme n'importe quel concept, on peut également faire un mauvais usage de la nation. Et là, le capitalisme l'a fait à merveille, historiquement. Le passage d'une nation qui se suffit à elle-même, qui rentre dans des rapports de force naturels avec d'autres États, à une nation à prétention impériale, c'est fait également par la médiation du capitalisme, notamment la Première Guerre mondiale. Alors, j'y viens. Si tu veux, c'est que deux points. Là où tu as tout à fait raison, c'est que principalement, en plus, l'Empire ottoman, tu vois, l'Empire ottoman qui est un empire, comment dire, ce qu'on pourrait appeler un empire ethno-différentialiste. Mais tu vois, je vais te prendre le parallèle d'en face. Un autre empire ethno-différentialiste, pluriethnique, mais qui, lui, a été une prison des peuples. L'Empire austro-hongrois. Tu vois, l'Empire austro-hongrois va demander aux Serbes, va demander même aux Croates, va demander à tous les peuples balkaniques. Tu vois, le problème, c'est que, si tu veux, là où la forme impériale, et ça, je suis d'accord avec toi, la médiation du fait national,
si tu veux, le problème de la forme impériale, c'est qu'elle a un problème principalement avec l'idée de liberté. Par contre, elle apporte la stabilité et surtout, elle apporte suffisamment de fractures internes pour que chacun vive dans son coin. Parce que l'Empire ne vit qu'à partir de ça. Tout à Parce que fait. l'Empire vit de la fragmentation. C'était Vu déjà l'échelle, Rome, hein. vu l'échelle territoriale, Hein. l'échelle Vu démographique. l'échelle territoriale, de toute façon, la structure, c'est dans le package, tu vois. Il y a l'étiquette après le paquet, si tu veux. Or, ça, c'est un état de fait. Par contre, le problème, c'est que la notion d'empire traditionnel, dont d'ailleurs déjà l'empire austro-hongrois et encore plus et l'empire romain germanique n'étaient que des succédanés de Rome. Objectivement, l'idée impériale pure, elle est morte il y a 1000 ans en Occident, elle ne revivra pas, et c'est pas faute d'avoir essayé. Tout le monde a essayé. Avec Oui, d'ailleurs des ratages. l'Empire byzantin qui a perpétué pendant un certain temps avant de s'effondrer. Or, mais je suis d'accord avec toi que dans une réalité orientale, le concept national, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je ne suis pas pour... Je me méfie des greffes institutionnelles, quelles qu'elles soient. Parce que là où il y a greffe, il y a rejet. C'est pour ça, par exemple, que je comprends que... Parce que dans une réalité multiethnique séculaire, ce qui était le cas de l'Empire ottoman, pas uniquement l'idée nationale, mais la coagulation des idées européennes dans l'esprit de Mustafa Kemal, tu vois, par exemple, ce qu'on ne dit pas sur Atatürk, c'est qu'au-delà de son nationalisme, c'est aussi un homme qui est obsédé par la raciologie européenne. Il pense que les raciologues européens se gourrent complètement, mais qu'ils ont raison sur un point, il y a une race supérieure, et que cette race supérieure, c'est les Turcs. Et ce qui empêche les Turcs de régner, d'où son athéisme violent, c'est l'islam qui, pour lui, est une sorte de maladie arabe. Tu vois, ça, on le dit peu, mais tu vois, tu lis... il y a une très belle biographie de Kemal là-dessus, sur les sources doctrinales de Kemal aux presses du CNRS, je te la recommande. Si tu veux, et en réalité, tu te rends compte que Kemal, fondamentalement, est un déraciné parce que c'est quelqu'un qui confond occidentalisation et modernisation. Alors que son but, c'est d'opposer la modernité à l'Occident pour ne pas que la Turquie soit la proie de l'Occident. Le problème, c'est qu'il va s'occidentaliser intellectuellement et que ça va... Tu vois, erreur que par exemple nos amis chinois n'ont pas totalement fait, loin de là. Eux, ils cherchent une voie autonome à la modernité. Huntington l'a très bien dit, il y a une différence entre modernisation et occidentalisation. Et à titre personnel, je suis beaucoup plus sécurisé par des peuples qui trouvent leur propre voie dans la modernité. Et deuxième point, si tu veux, je pense que tu vois, le problème, c'est que le truchement tu vois, par exemple, c'est l'ère capitaliste qui a sauvé les brides de l'idée impériale pour créer la notion d'impérialisme. Quand Henri Lawrence l'avait très bien démontré, l'impérialisme n'est pas le fait de l'empire, c'est le fait de maintenir des usages de l'empire dans un monde où il n'y a plus d'empire, si tu veux. C'est pour ça qu'il n'y a d'impérialisme qu'à l'échelle moderne. Ça, Lénine avait raison de le voir. Or, si tu veux, le problème, c'est qu'il faut être honnête, le capitalisme a orienté de telle sorte les rapports internationaux qu'à chaque fois qu'il a eu une fièvre globalisatrice, la nôtre n'étant que la 5e de l'histoire, hein, il faut bien voir que, tu vois, par exemple, en 1900, les économies sont plus intégrées en 1914 qu'elles ne le seront en 1990. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté et le courage intellectuel de le dire. L'extension du marché mondial, contrairement à la Vulgate, fait peser un risque de conflagration majeure sur l'ensemble du monde. À chaque fois que le marché mondial se raccorde à l'échelle géographique la plus grande, donc aujourd'hui, le monde réalisé, et qu'aujourd'hui, alors on m'objectera, oui, mais ça n'a pas pété depuis 1945. Ça n'a pas pété pour une seule raison qui s'appelle l'hiver atomique. La dynamique du capital laissée à elle-même, je pense que nous aurions déjà eu des guerres conventionnelles de dimension biblique.
vu les Donc, dimensions actuelles de nos armements. ça ne pète pas au milieu, mais ça pète partout au niveau de la Mais par périphérie. contre, comme la guerre froide, ça pète dans la périphérie Et dans les zones de fracture, et dans effectivement. les zones de fracture. Aujourd'hui, les conflits gelés. Tout à fait. D'ailleurs, ça me permet de bifurquer vers le cas de l'Ukraine, et toujours en partant de ta méthode. Alors, tu es français, souverainiste, patriote. Bien sûr. Tu as défini ce que tu entends par nation à la française, Bon. et tu es confronté à un conflit entre une Russie qui est porteuse d'un logos civilisationnel particulier, que beaucoup de Russes d'ailleurs, notamment Lev Komilyov, qualifient de produit d'une forme de métissage politique entre les Mongols et les Slaves autochtones. Donc il y a une dimension mongole-asiatique et une dimension européenne ou indo-européenne, qui entre en guerre avec sa périphérie, en l'occurrence l'Ukraine. Comment tu te positionnes? Je ne parle pas de ton avis, je veux dire, personnel, mais comment tu te positionnes du point de vue de la méthode? Leçon de choses. Premièrement, on va essayer de cartographier déjà. On a deux acteurs frontaux. Attention, c'est les deux acteurs les plus apparents. On va voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Nous avons deux acteurs frontaux. Le premier prétexte que ces populations sont les populations russophones des parties russophones de l'Ukraine. Vérifions, est-ce que ces populations étaient en danger? Oui, elles l'étaient effectivement. Moi, j'étais sur zone à l'époque. Il y a eu 13 000 morts, dont une bonne partie de civils. Alors attention, dans le bilan de 13 à 15 000, tu as également une partie des Ukrainiens qui ont tenté de les tuer, qui ont été tués dans les ripostes. Donc, si tu veux, mais néanmoins, moi, à titre personnel, en 2014, voilà, moi j'ai une histoire personnelle avec ce conflit, parce que nous, on y était. Le seul eurodéputé qui est autorisé à aller dans le Donbass, c'était mon patron. Donc, nous, on a eu les oreilles qui ont sifflé à ce moment-là, je ne te dis pas comment. Donc, ces populations étaient-elles en danger? Oui, et d'ailleurs, l'OSCE l'a conclu à de multiples reprises. Bon. Les Russes ont-ils prévenu qu'ils mettaient sur la table le fait d'une intervention armée si ces populations vivaient une Kraïna? Oui, à de multiples reprises. Donc, on ne peut pas dire que c'était l'ignorance invincible. Autre acteur, le pouvoir ukrainien. Et le pouvoir ukrainien ce pouvoir a-t-il été légitimement désigné par les Ukrainiens, aussi légitimement que Vladimir Poutine l'est par les Russes. Donc, si tu veux, il n'y a pas d'usurpateur dans cette affaire. Est-ce que ce pouvoir ukrainien avait un programme pour le Donbass? Oui, un programme de paix. Est-ce qu'il l'a tenu? Déjà, par rapport à la légitimité, avant de passer à l'autre volet, certains diront que le pouvoir ukrainien n'est pas légitime puisqu'il a été rendu possible par un coup d'État constitutionnel, Maïdan. Alors, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Alors, tu as le cas, vu que la guerre commence en 2014, tu as tout à fait le cas de Maïdan. Ensuite, le problème, c'est que ça, je te parle du pouvoir au moment de l'opération spéciale, donc de la deuxième étape. Tu vois, Zelensky, il est dans le monde de Maïdan, mais tu as eu des épisodes électoraux depuis, dont peu sont contestés. Tu vois, Maïdan lui-même est contestable, je te l'accorde volontiers. Zelensky n'a pas participé à Maïdan, il n'est rien à l'époque. Tu vois, j'essaie... mais il est l'héritier d'une succession. Mais il est l'héritier de ce dans le fondement, est-il légitime, voilà. Je te l'accorde. Donc formellement, il est légitime, mais oui. Je te l'accorde. Néanmoins, tu as une partie de l'Ukraine ukrainienne, ou revendiquée comme telle, qui a développé un sentiment national fort après la défaite militaire de 2014. Tu vois, d'ailleurs, défaite légère parce qu'il y a eu très très peu d'engagement. Or, si tu veux, donc, tu vois, parce qu'on ne peut pas dire c'est le conflit de la Russie face à un État qui n'a aucune vocation à être. Tu vois, là, on entre dans le discours performatif que je me refuse à avoir. Parce que là, si tu veux, sinon on radicalise les positions de tout le monde. Et on fait avancer personne. Donc, le souci, c'est que cet État ukrainien avait-il promis qu'il ne toucherait pas aux populations russophones? Il l'avait promis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué un apartheid et une politique de persécution linguistique de tous les instants. Bon. Donc, il a mis en danger une partie de sa propre population.
Puisque théoriquement, ces gens, tout russophones soient-ils, sont des citoyens ukrainiens d'un point de vue légal, ou du moins l'étaient. Donc là, nous avons affaire à un État qui persécute une part de sa population et un État qui d'ailleurs s'est vu reconnaître en droit international le droit de protéger ses minorités. Je vais te donner l'exemple en Géorgie, des populations d'Abkhazie. Bon, donc, si tu veux, de dire les Russes n'ont pas mis les points sur les i sur cette situation est faux. Et théoriquement, tu avais un accord qui, s'il avait été sincèrement négocié, était un accord entre, je rappelle que la Russie n'est pas partie prenante de l'accord de Minsk. Des accords de Minsk. Les accords de Minsk concernent l'État ukrainien central et les régions dites sécessionnistes ou du moins en opposition. Et avec des garants qui sont la France, l'Allemagne, etc. et des membres observateurs. Et il n'a pas été respecté. Qu'apprend-on? Déjà, l'État kievien ne les a pas respectés. Les Russes avaient pourtant été très clairs sur le fait que si ces populations ne sont pas protégées, nous le ferons nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenus. Je le sais d'autant plus que l'homme qui dirige l'édition de tous les écrits de Vladimir Poutine en langue française, c'est moi. Donc j'ai fait un tome entier sur cette question qui s'appelle Russie-Ukraine de peuple frère, qui a été traduit et présenté par l'un des meilleurs spécialistes du monde post-soviétique, qui est Romain Bessonnet. Donc ces documents existent, Poutine n'a pas menti, il fait des écrits sur l'Ukraine depuis la mairie de Saint-Pétersbourg. Tu m'entends? Bon, donc c'est pas l'ignorance invincible. Ou alors les Occidentaux ne lisent pas ce que font les autres, et si c'est le cas, le problème est occidental et pas autre chose. Bon, bien. Et là, tu vois que les membres, premièrement, tu as ensuite les échiquiers de différentes grandes puissances. On va les lister. Les Allemands qui ont l'idée des accords de Minsk pour faire perdre du temps à la Russie et pour pouvoir armer l'État kievien. D'ailleurs, François Hollande avait été piégé, il avait admis que les accords de Minsk avaient pour finalité juste de gagner du temps. Bah oui, parce que lui, si tu veux, sa germanolatrie l'a poussé à cette trahison. Tu vois, alors que pour les Allemands, n'oublie pas les buts de guerre de l'Allemagne impériale, ils ont déjà fait 2 guerres mondiales pour l'avoir, l'Ukraine. Je peux même te dire qu'en 2014, Maïdan commence pourquoi? Parce que nous, on y était, je peux te le dire. C'est le BND, les services allemands, qui se disent les Russes sont en Syrie, ils viennent, Poutine vient tu te rappelles, c'est au moment où Poutine ouvre une voie de sortie à Obama. Rappelle-toi, c'est quelques semaines après, même pas, Maïdan. Et les Allemands se disent, ça y est, on n'en peut plus, ça fait 1 siècle et demi qu'on veut les plaines ukrainiennes, la terre la meilleure terre agricole d'Europe, parce qu'il est anormal qu'elle soit dans des sales mains de Slaves. Les Russes regardent ailleurs, on attaque. Et donc, c'est pour ça que le premier héros du Maïdan, c'est Klitschko, qui est un agent du BND de notoriété publique. Or, les Russes plient les boches en 48 heures, et les Américains qui mettent du fric sur l'Ukraine depuis au minimum la fin des années 60 se disent ces cons de chleux vont faire foirer tout notre... D'où le fuck you de Nuland qui sinon n'a pas de sens. C'est-à-dire, bande de cons, vous nous avez obligés, alors que eux, ils voulaient, bien sûr, ils voulaient l'Ukraine, mais ils voulaient, tu vois, détacher l'Ukraine sur la longue durée, plus subtilement. Tu vois, il y a un aspect d'impréparation dans le Maïdan. Bon, or, les Américains se disent, on reprend le bébé, et c'est pour ça que d'un seul coup, Maïdan devient beaucoup plus efficace, parce que là, tu as affaire à des professionnels de la révolution colorée, alors que le couple germano-sorocide, si tu veux, tu le verras dans l'affaire des migrants, parce que c'est exactement les mêmes dans la route des Balkans. J'avais fait un rapport parlementaire à l'époque là-dessus, qui sont à la manœuvre. Si tu veux, le BND, sans les sorocides, il a du mal, parce que objectivement, ils sont pas bons, quoi. Alors que les Américains, pour le coup, tu as quand même affaire à des professionnels de la mise de bordel. Ça fait quand même un siècle. On est 1 siècle et demi après la doctrine Monroe, le bordel, on sait faire. Merci. Donc, si tu veux, là, tu vois, tu vas te rajouter la Grande-Bretagne qui a son agenda à elle, la France qui se sacrifie sur l'autel européen,
les Turcs qui se disent que dans ce dossier, ils peuvent à la fois jouer les Tatars de Crimée et Poutine et jouer leur propre jeu parce que le sultan est très bon à ce niveau-là. Ils n'ont pas tort. Mais ils ont raison. Je Voilà, parle du principe de l'intérêt national. Donc pour moi, ils ont raison. Les Polonais qui se disent on va enfin avoir un bouclier pour taper du Popov, mais ça, tu vois, c'est le fantasme polonais. C'est le fantasme polonais de se taper du Popov, tu vois, tu peux pas lutter contre ça. Là, pour le coup, tu parlais de problèmes de pathologie de certains nationaux, et ben tu vois, là, tu es en plein dans le nationalisme polonais, qui est, je te le rappelle, 50% autrichien par le catholicisme exacerbé, 50% Boche par la dimension raciale, et résultat, 100% problématique dans la longue histoire polonaise. Donc, tu vois, parfois, même les meilleures idées se synthétisent mal. Pourquoi? Parce que tu as certains peuples qui synthétisent mal, c'est comme ça. Or, le problème, tu vois, c'est que une vision réaliste des choses aurait dit quoi? Aurait dit, je prends l'intérêt national depuis ma fenêtre, donc l'intérêt national français. 1, je n'ai aucun intérêt à me mettre la Russie à dos, parce que pour moi, c'est un partenaire économique et énergétique qui peut être fiable et qui, à même, n'a jamais utilisé l'arme énergétique contre moi, même au cœur de la guerre froide et même sous le stalinisme. Donc, bon. Donc, moi, j'ai pas de billes là-dedans. Par contre, si vous voulez une solution westphalienne intelligente, je vous conseille, avec les bons offices de l'OSCE, vu que c'est l'organisation internationale qui est chargée de la zone, d'organiser des référendums dans toutes les zones russophones, et nous verrons qui veut rester ukrainien et qui ne veut ne pas le rester. Chacun envoie ses observateurs internationaux, et ensuite on verra à la fin de la foire, on comptera les bouses, comme disait Philippe de Villiers. Cette solution, qui aurait été, je pense, la solution la plus apte dans un intérêt national français, tenant compte à la fois du jeu des puissances et du souhait des populations, a été écartée d'entrée de jeu par le camp occidental. Tu remarqueras qu'elle a été en partie utilisée par les Russes, qui ont organisé ces référendums a posteriori, ce qui est dommage, mais ils n'avaient pas les moyens de le faire autrement, vu que l'Occident avait refusé. Et ce refus a entraîné quoi? Une option militaire qui est une défaite pour tout le monde, y compris en partie pour la Russie, parce que je rappelle qu'elle a aussi perdu des jeunes hommes, alors qu'elle voulait faire une guerre à l'économie et qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les Russes ont tenté d'éviter à tout prix l'escalade militaire. Je peux même te dire que moi, j'interrogeais les populations du Donbass à l'époque. Et tu avais un sentiment anti-russe très fort entre la prise de la Crimée et l'opération spéciale. Et je vais dire pourquoi. Parce que moi, ça m'avait surpris quand je les interrogeais. Ils disaient, pourquoi ils ont pris la Crimée? Pourquoi ils ne nous ont pas pris, nous? Ils sont sentis abandonnés. Voilà. On schlingue, nous? Nous aussi, on est russes. Et Poutine nous a oubliés. Poutine nous a laissés là. Et le pire, c'est qu'entre-temps, l'État ukrainien a fait, je pense, quelque chose d'extrêmement grave. C'est qu'il a utilisé des gens qui sont des reliquats de la guerre froide, qui sont les bandéristes. Ces gens existent. Moi, j'ai croisé Private Sector dans les couloirs du Parlement européen. Donc les mecs avec des tatouages très exotiques sur la tronche, je les ai vus. Ils se cachent à peine. Hein. Or, les fameux Freedom Fighters, t'aurais vu la tronche des Freedom Fighters. C'est un peu comme les talibans à une époque donnée. C'est un Al-Qaïda blanc. Hein. Honnête, c'est un Al-Qaïda blanc. Hein. Or, si tu veux, je le sais d'autant plus que j'ai fait traduire l'ouvrage du Congrès des États-Unis, L'ombre d'Hitler, qui traite de la manière dont on les a maintenus en vie après le Second Conflit mondial. Or, si tu veux, déjà, il ne faut jamais les chercher, ces mecs-là. Dans un ordre westphalien, ces mecs-là, c'est comme les pirates, les machins, etc. Ces mecs-là, ils disparaissent. Parce que ces gens-là attirent le désordre avec eux. Et eux sont des représentants, là, pour le coup, non pas de l'équilibre recherché, mais sont des représentants de l'anarchie au sens vulgaire du terme. Tu vois? Et il ne faut jamais aller chercher ces types-là. C'est comme les barbus, il ne faut pas aller les chercher. Alors je sais que l'Occident est obsédé par le fait d'avoir des morts blanches, c'est-à-dire d'envoyer au front des mecs tellement brutaux que personne ne les regrettera. Mais je pense que c'est une stratégie qui est d'une débilité profonde. Or, le problème, c'est que ces gens-là,
on les a envoyés en bataillon de représailles contre des populations civiles, où là, tu as eu des crimes de guerre qui ont été commis. Et ça a scellé le destin de la zone jusqu'à l'opération spéciale. L'Occident doit se mordre les doigts. Et là, tu vois ce qu'un aveuglement idéologique, alors qu'une solution westphalienne propre, tu aurais toujours une Ukraine qui n'aurait pas perdu 350 000 fils, parce qu'elle en a au moins 170 000 au tapis, plus le rapport de 1 à 3 avec les blessés graves. Je te rappelle qu'on est dans des batailles d'artillerie, mon camarade. Donc ça veut dire que tu as des mecs avec des bras en moins, des mecs coupés en deux, enfin, c'est-à-dire que ces hommes-là, pour beaucoup, n'enfanteront pas, ils n'auront pas de fils, même s'ils sont vivants. Donc tu auras des classes creuses, ça veut dire que l'Ukraine va devenir un gant de toilette autour de Kiev et que ça va aiguiser les appétits, particulièrement les appétits polonais. Donc on en reparlera si tu veux, un autre jour. Et donc voilà comment tu installes le bordel. Et ça, tu vois, tu es dans ce que l'impérialisme peut faire de pire, c'est-à-dire qu'une nation qui aurait pu vivre, qui était la nation ukrainienne, va mourir, que des pauvres bidasses russes qui n'auraient jamais dû y aller sont morts eux aussi, donc résultat, face à leurs cousins, donc résultat, tu vois, et le pire, c'est que moi j'ai de la pitié pour le bidasse ukrainien, parce que lui, il défend sa terre, et il va finir coupé en deux, pour le compte de gens, je le dis, qui ne sont plus un État, qui malheureusement ont un phénomène de dérive mafieuse du pouvoir tout à fait typique du capitalisme d'Europe de l'Est, alors que si on avait laissé une chance à cette zone, l'Ukraine aurait pu devenir enfin un État-nation dans sa partie ukrainienne, et l'autre, là encore, tu vois, quand je te dis qu'il n'y a que les peuples qui comptent, les peuples auraient choisi. Résultat, nous aurions au minimum 500 000 jeunes hommes qui seraient encore en vie, entre Russes et Ukrainiens, qui pourraient border leurs enfants au moment où je te parle. Nous n'aurions pas pris une guerre de sanctions d'une débilité profonde qui aujourd'hui qui aujourd'hui engendre des tensions dont certaines vont mettre des années, voire des décennies à s'aplanir, tout simplement parce qu'on veut maintenir le rêve d'un imperium mundi occidental, qui est un rêve qui date du 19e siècle, qui est un rêve qui est daté, qui est dépassé, et au lieu d'affronter de façon westphalienne la multipolarité. Pourquoi ? Parce qu'on préfère la domination à la stabilité. Le problème, c'est que l'ère de la domination est finie, pour 3 raisons. Tu es dominant quand, 1, tu as un monopole des savoir-faire et de la connaissance. Est-ce que l'Occident l'a ? Non, plus maintenant. 2, tu as un monopole des routes d'approvisionnement, d'accès aux ressources. Est-ce que l'Occident en a le monopole maintenant ? Non. 3, est-ce que l'Occident a le monopole de jeunes hommes et de jeunes femmes démographiquement productifs et ayant volonté de se battre et de mourir si c'est nécessaire? Est-ce que l'Occident a cette réserve démographique? Niet. Non. Bon, donc, à un moment, le réalisme, et là, tu vois, on est au cœur de l'époque réaliste, font que, à un moment, quand c'est niet, reniette, re-reniette, tu changes ton fusil d'épaule. Sinon, tu es un idéologue, eh bien, et j'en veux pas aux idéologues, je dis juste aux idéologues, comme disait Daniel Balavoine dans une très belle chanson, que reste-t-il des idéaux sous la mitraille quand leurs prêcheurs sont à l'abri de la bataille? Or, moi, tout ce que je leur dis, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à certains généraux de plateau en France. Donnez des exemples et allez sur le front. Dit, ton pactage t'attend, on doit avoir un vieux parachute dans un coin, tu peux être sur zone dans une quinzaine d'heures. D'accord? Et là, après, on verra, tu vois, parce que la guerre avec la peau des autres, merci bien. Non, mais le malheur de l'Occident, c'est qu'il est dirigé par des élites qui ne sont plus réalistes, mais qui sont dans un fantasme idéologique totalement décorrélé des facteurs de puissance objectifs qu'ils possèdent, qui sont devenus relatifs, qui ne sont plus absolus, comme tu l'as décrit, et qui sont dans la négation des nouveaux rapports de force qui sont structurés durant les 30-40 dernières années. Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine, parce qu'il y a également l'ancien conseiller de Zelensky, qui aujourd'hui est en exil, je parle de Arestovitch, qui reproche à Zelensky, premièrement, de s'être entouré de nationalistes,
qui d'ailleurs l'ont financé, même s'il avait promis d'intégrer les régions russophones. Bon, il lui reproche d'avoir voulu mettre en place une Ukraine monoculturelle et monoethnique, ce qui ne pouvait être qu'une catastrophe géopolitique. Parce que l'Ukraine, il suffit de voir une carte, elle est pluriculturelle, elle est pluriethnique. Et qu'une Ukraine monoculturelle donne le résultat actuel. C'est-à-dire une Ukraine qui va finir par rétrécir. Quand je t'ai dit, mise en place d'une persécution linguistique, alors que, si tu veux, l'Ukraine comme... Et tu vois, on a réactivé les fantasmes que j'appellerais ukraino-polonais de la fameuse frontière contre... en réalité, de la frontière vaticane contre le patriarcat de Moscou. C'est comme ça que la Pologne se voyait. Et tu vois, d'où le rôle des uniates, enfin, de tous ces trucs-là. Et je vais te dire, est-ce que tu vois l'aspect régressif? Tu vois, le grand problème, c'est que l'Occident est parasité par la pensée. Si tu veux, l'Occident ne recherche pas uniquement l'impérialisme au sens vulgaire, c'est-à-dire « je veux te piquer ton blé ». Je pense que l'Occident, étant incapable de penser l'État national et aujourd'hui incapable de penser l'équilibre international qui en découle, il est rassuré par les situations de guerre froide et des situations post-impériales. Il est rassuré par ça parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Pourquoi? Parce que la relativité des... Justement, on y revient. La relativité qui implique la relativité des frontières implique qu'à un moment, tu dois pouvoir regarder l'autre homme dans les yeux. Sur un pied d'égalité qui est reconnu par le droit international classique, dont le summum, là, de l'humanisme réel a été, à mes yeux, la Charte de San Francisco. Un État, un peuple, une reconnaissance. Eh bien ça, l'Occident n'en veut plus. N'en veut plus, parce qu'il pense qu'il a une vocation de nation guide, tu vois, de civilisation guide. Le problème, c'est que ça, tu peux à la rigueur le penser quant à la canonnière qui fait que personne n'ose te dire tes 4 vérités. Aujourd'hui, la canonnière est devenue relative. Donc maintenant, il faut acter que le monde, que voilà, l'Occident a dominé pendant 2 siècles. Et le pire, c'est que les Occidentaux se rassurent. Moi, tu sais, je ne suis pas un anti-occidental parce que être anti-occidental, c'est la même débilité à l'envers. Hein? Je dis aux Occidentaux, rassurez-vous, le degré de puissance que vous avez eu, pour des questions justement de relativité, plus personne ne l'aura. Mais pas vous plus que les autres. Déjà parce que la Chine ne le veut pas. La Chine ne veut pas être les États-Unis des années 50. Elle ne peut pas l'être, même culturellement et anthropologiquement. Et elle ne peut pas. Donc, on arrive à des limites. La Russie non plus. Et la Russie non plus. Elle ne le veut pas. Donc, elle ne veut pas, elle ne peut pas. Donc, soyez, rassurez-vous tous, c'est-à-dire que c'est la notion de puissance elle-même qui va se moyenniser. Donc, vous n'allez pas devenir des nains dans la demi-heure, et les autres peuples que vous avez bolossés ne vont pas venir vous bolosser, parce qu'aussi, ils ont d'autres choses à foutre. Donc, à un moment... un monde multipolaire. Un moment, un nouvel équilibre. Ce que je demande, et c'est, je pense, l'une des plus belles demandes que fait l'école réaliste au monde au XXIe siècle, je demande à tout le monde de devenir adulte. Et pour moi, le problème de l'impérialisme, c'est que c'est quelque chose d'adolescent, d'enfantin, et qu'aujourd'hui, c'est un temps qui s'en va. Et que certains, parce qu'ils ne peuvent pas se concevoir autrement, essayent de retenir à tort. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as évoqué Régis Debray. Juste pour nos auditeurs, tu fais référence à son petit livre, qui est petit par le nombre de pages, mais grand par la profondeur, Éloge des frontières. Tout à fait. Qui est un livre sublime et magnifique, j'ai relu au moins 3 fois. Alors maintenant, la dernière question qui fâche, alors qui renvoie à mon introduction, à mon préambule, la question palestinienne. Parce que j'ai cru entendre que tu t'es défini comme étant pro-israélien. Pas du tout.